Le cinéma, il permet de les déconstruire, ces préjugés. Parce qu'il y a toujours un risque, en fait, à filmer une population jeune, souvent d'origine immigrée, qui a un faible niveau scolaire, là où on attend qu'il soit, en fait. Soit derrière les barreaux, en prison, soit face à un juge. Mais c'est justement là que le cinéma est là. C'est que si on filme une relation égalitaire, qu'on veut y mettre de l'égalité, et qu'on filme sans surplomb, c'est là que ça va être possible, en fait, de déjouer les stéréotypes sociaux. D'où l'importance de bien les filmer. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 22, Portrait. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice. À l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Alice Audio. Elle était l'invitée de l'épisode précédent pour parler de son film « Des hommes », co-réalisé avec Jean-Robert Vialet, sur la prison des Baumettes à Marseille. Vous la connaissez peut-être à travers ses films Made in France, au service de la guerre, qui est co-réalisé avec Sophie Nivelle-Cardinal, ou encore Zambi, à qui profite le cuivre, qui est co-réalisé avec Audrey Gallet, pour lequel elles ont reçu toutes les deux le prix Albert Londres. Cet entretien a été enregistré en automne 2023 à Marseille, et cet épisode est consacré à son parcours professionnel. Est-ce que tu peux me dire comment elle a commencé ta carrière audiovisuelle ? Elle a commencé en voyageant. J'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient et en Afrique. Et en fait, j'ai toujours travaillé là où je voyageais pour pouvoir assumer ma vie. Et à un moment donné, j'ai trouvé un job assez lucratif à Jérusalem, dans un quartier ultra-orthodoxe, à Méacharim. J'ai été femme de ménage. C'était très bien payé à l'époque. J'avais appris à faire le ménage cachère. Et je faisais le ménage pendant Shabbat. Parce que les femmes ne pouvaient pas le faire. Et du coup, je pouvais rentrer dans les maisons des orthodoxes, ultra-orthodoxes, dans des quartiers où habituellement on ne peut pas rentrer en fait. Et du coup, je rentrais vraiment dans une intimité assez particulière en fait, souvent dans un petit 2 pièces assez pauvre, où il y avait 12, 13 enfants et une femme fatiguée. Et en fait, je faisais le ménage et c'était l'occasion d'observer. Je me suis dit que j'aimais ça en fait, observer sans forcément qu'on prête attention à moi. Et en ça, être femme de ménage, c'est assez parfait quoi, pour observer la vie des autres. Du coup, j'ai commencé à écrire un petit peu comme ça mes chroniques de femme de ménage et puis j'ai continué à voyager. Tes chroniques de femme de ménage, en l'occurrence, tes écrits devenaient quoi ? T'en faisais quoi ? Oh rien, je les ai gardés pour moi. Mais c'est là que je me suis dit que j'aimais rentrer là où j'étais pas forcément la bienvenue au début. Enfin, en tout cas, on m'aurait pas accueillie autrement qu'en femme de ménage, en fait. C'est un milieu qui est compliqué à pénétrer. Et là, je me suis dit que j'avais une chance vraiment incroyable d'être là, en fait, et de pouvoir observer ce quotidien qui est très particulier. Puis, j'ai fait plein d'autres boulots. Le dernier boulot sérieux que j'avais fait, j'étais responsable d'un espace de quartier dans le 13e arrondissement à Paris, dans une cité. Je devais animer tout le centre social, en fait, avec l'aide aux devoirs, l'alphabétisation, etc. Et puis, un soir, j'étais fatiguée, je suis partie, j'ai fermé la porte à clé et j'ai enfermé tous les gamins de l'aide aux devoirs avec... heureusement, il y avait 2 animateurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, moi, j'en avais pas, en tout cas. Et je les ai enfermés là pendant au moins 2 heures. Ils ont mis un petit moment à me retrouver. Je me suis dit que j'allais arrêter, en fait, ce boulot-là. Et que c'était plus raisonnable. Et puis, je me suis souvenue, voilà, des voyages, du fait que j'aimais bien raconter des histoires. Et j'ai voulu devenir journaliste, mais je n'avais pas fait d'études, pas fait d'école. Ça me semblait assez impossible. Mais j'ai été prise en stage dans un mensuel d'investigation avec toute l'équipe des anciens d'Actuel. Et il y avait Claudine Maugendre, qui était directrice photo, qui était vraiment une grande dame de la photo et qui me fait découvrir ça aussi, l'image
Je pars avec des photographes en reportage, je pars plusieurs jours, j'écris des histoires et ça me semble assez parfait en fait. Ça a commencé en stage et puis j'ai pu être embauchée. À l'époque, c'était encore possible. T'avais quel âge du coup quand t'as commencé en stage? Je devais avoir la vingtaine. Et du coup, je rentre avec des gens qui, eux, ont fait une école de journalisme. C'est pas toujours évident, en fait, de ne pas avoir fait d'études, de ne pas connaître les codes. Ensuite, tout ça s'est terminé. Je suis rentrée à iTélé, dans la cellule des prévisions. En fait, je devais prévoir tous les sujets du jour. Très tôt le matin, vraiment très tôt, j'arrivais, je lisais tous les journaux, j'écoutais la radio. Et ensuite, on avait la conférence de rédaction. Du coup, là, je devais proposer une dizaine de sujets. Donc, ça m'a appris en anglais assez rapidement, en fait, les sujets. C'était d'autres qui les réalisaient. J'avais des équipes en province et puis à l'étranger aussi. Et du coup, ils devaient ramener les sujets pour 18 heures. Donc, je les aidais aussi à anglais. Bon, c'était pas mal de pression pour eux, d'abord. Et puis, c'était intéressant de connaître la fabrication de l'info en continu et puis toutes les erreurs aussi qu'on peut y faire. Et ensuite, je suis rentrée dans une société de production documentaire. J'ai commencé par être assistante réal, en fait, pour 2 documentaires pour Canal+. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler pour la mise à mort du travail. Donc la série documentaire réalisée par Jean-Robert Vialet. Voilà, c'est ça. J'ai travaillé pendant 1 an à l'enquête et puis ensuite je suis restée au tournage et j'ai découvert le documentaire comme ça en fait. C'était une belle façon de le découvrir en fait et d'en revenir à l'immersion, vraiment. De rester là où on n'est pas forcément le bienvenu et de rester le plus longtemps possible. Et de filmer, de déjouer l'attention et sans forcément trahir les gens, mais on dit pas tout. Et c'est pas facile de filmer des patrons, c'est pas facile qu'ils nous laissent faire. Voilà, j'ai travaillé pour d'autres films sur le monde corporate en fait. Et ça me plaisait beaucoup en fait de filmer vraiment les travailleurs du capitalisme à l'œuvre. J'aimais beaucoup ça. Et ensuite, j'ai réalisé mon premier film. Ça s'appelait Zambie, à qui profite le cuivre. Et il s'agissait de démontrer en fait que la Banque européenne d'investissement prêtait de l'argent réservé à la lutte contre la pauvreté, finalement à des multinationales qui exploitaient les matières premières en Afrique, avec des désastres écologiques à la clé en plus. Dans un contexte de privatisation massive des matières premières et d'évasion fiscale. Donc en fait, je me suis concentrée sur une chose, c'est comment raconter une histoire. Et en fait, comment la raconter, pour moi, il n'y a pas 10 000 façons. En fait, c'est de l'incarner avec un personnage. Un personnage et son petit entourage, mais de rester là auprès de lui et puis de le suivre dans son quotidien. Et c'est son quotidien, c'est son histoire à lui qui va nous faire comprendre la détresse économique dans laquelle il est en fait. On était dans un township à la frontière du Congo. Un township, un bidonville? Pas vraiment un bidonville, mais c'est pas non plus un village quoi. Une ville ultra précaire, très ancienne où vivent là les ouvriers du cuivre. Et je tombe sur un tout petit homme qui vient de se faire licencier de cette fonderie de cuivre en fait, qui est possédée par une entreprise suisse qui s'appelle Glencore et qui a été financée par la Banque européenne d'investissement avec l'argent réservé à la lutte contre la pauvreté. Et je commence à le suivre dans son quotidien en fait, dans son township. Et puis petit à petit on a réussi à approcher la banque, petit à petit on a réussi à les filmer sur place et à les confrontés aussi à leur financement et aux contradictions en fait de celui-ci parce que eux partaient d'une théorie économique qui veut que la richesse elle devrait ruisseler et puis que pour l'Afrique c'était assez bien comme ça finalement d'avoir du boulot, c'était déjà pas mal en fait de bosser dans une mine
Donc c'était assez intéressant de les avoir sur place aussi et de pouvoir les filmer sur place. On a fait ça sur 2 ans. À chaque fois, je suis un peu dans ces principes-là, en fait, de tourner pendant 1 mois et demi, de faire plein de tournages complémentaires et de revenir 1 an après retrouver mon personnage qui a évolué forcément. Et là, effectivement, il avait évolué, il était passé de la soumission à la révolte, il avait fédéré un certain nombre de villageois autour de lui et il commençait à porter plainte en fait contre l'entreprise. Donc voilà, on a fait ce film-là pour France 5 et on a eu le prix Albert Londres avec. Donc c'était... Mais c'est ouf comme histoire, parce que si j'entends bien, tu dis que c'est ton premier documentaire en réalisatrice. Tu vois, si je remets dans le contexte, moi, en tant que jeune réal qui n'a pas encore été produite à la télé, je me pose la question suivante, qui est dans quelle mesure, toi, en tant que jeune réal, quel risque tu représentais pour une société de prod, comment le projet a pu séduire une chaîne en se disant est-ce que ça peut poser problème que ce soit une jeune réal, même si tu peux avoir d'autres expériences, et surtout que tu finisses avec un prix aussi prestigieux, bravo en fait. Non mais c'est vrai, je veux dire, genre premier film, boum, primé, c'est cool, ouais, super. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je savais qu'il fallait écrire en fait, et qu'écrire c'était important. Donc, j'avais écrit un dossier qui était assez correct, assez abouti. Mon enquête, je savais qu'elle tenait la route. Il fallait me faire confiance pour la première fois et m'allouer 10 000 € pour pouvoir faire mon premier tournage. Je l'ai proposé à une première boîte de production qui l'a refusé parce que j'avais pas fait de film avant et qui avait pas envie de partir avec moi là-dessus. Convaincre une chaîne pour un premier film, c'est assez difficile, donc il faut surtout convaincre une société de production de faire son job, c'est-à-dire de produire. Produire, ça implique un risque. Ça implique parfois d'avancer de l'argent. Alors maintenant, ça se fait de moins en moins. Mais quand même, le rôle d'un producteur, pour moi, ça a toujours été quand même ça. C'est lui qui se dit que ça vaut le coup, en fait. Et qui va investir pour un premier tournage. En tout cas, pour les premiers films, c'est souvent plutôt comme ça que ça se passe. Ensuite, on revient avec des images, on travaille dessus. Et là, il est beaucoup plus facile de convaincre une chaîne. Et effectivement, on n'a pas eu de mal à convaincre France Télévisions de nous suivre là-dessus. Et en l'occurrence, est-ce que avant de solliciter une boîte de prod, tu avais déjà eu l'occasion de partir là-bas ? Comment ça s'est passé ? Parce que ça peut être aussi, j'écris sur un sujet dont je me renseigne à distance, mais qu'en même temps, ça demande des moyens financiers et de temps et d'énergie de se déplacer, chose que tu n'as pas forcément... Ouais, non, je me suis pas déplacée. Effectivement, c'était trop cher. J'ai travaillé à distance. Mon personnage, je le connaissais pas, je l'imaginais. Puis bizarrement, c'est un peu lui que j'ai rencontré, en fait. Évidemment, cette partie, elle n'est pas rémunérée. J'élabore mes premiers séquenciers. J'essaye d'imaginer ce que c'est qu'une séquence, mais pour moi, ça reste très compliqué d'imaginer ça, en fait. Je reste assez factuelle, en fait. Je reste sujet. C'est après que je vais mieux comprendre ce que c'est qu'un séquencier, une intention. Pour moi, tout ça, c'est assez flou. J'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire, et une fois que je suis sur place, j'ai surtout besoin de me concentrer sur un personnage et de ne pas le lâcher. Je crois que c'est ça le meilleur conseil que j'ai pu recevoir avant de partir, c'est vraiment celui-ci. C'est tu filmes un gars et tu restes sur lui. Ok. Donc du coup, premier film fait, primé en l'occurrence. Après, il se passe quoi ? Je vais être assistante réal régulièrement. Je vais faire 2 films avec Jean Robert sur des femmes confrontées à la faute sociale, en fait, à la prison, à la séparation avec les enfants, comment on se retrouve après ou pas, comment on se sépare, C'était une commande de France Télévisions qui voulait des films sur la famille. On a commencé à filmer des familles, on faisait ça avec Jean Robert. Et puis, au bout d'un moment, c'est assez inintéressant, en fait. Elles ont beau être drôles, originales, formidables, un peu particulières. Enfin, c'est vraiment filmer quelque chose de très plat. Et je me suis dit qu'il y avait besoin que ces familles-là, elles soient confrontées à quelque chose
qui les remettent en jeu, en fait, qui les questionnent. Et la justice, ça m'est apparu comme quelque chose d'assez évident, en fait. Donc on filme une femme pendant 1 an qui est en contrôle judiciaire, qui est libre, et qui a tué son mari. Et qui, au bout de 18 mois de détention, a été libérée parce qu'elle ne présentait pas de danger. Elle a tué son mari violent, très malade psychiatriquement, ultra violent. Pour France Télévisions, c'est assez dur à entendre parce que cette femme, c'est pas Jacqueline Sauvage, c'est pas une femme pauvre, sans ressources. Non, c'est une femme qui est belle, qui est classe moyenne, assez intello. Et on se dit, pourquoi elle est restée? Enfin, c'est très difficile à faire comprendre à la chaîne qu'en fait, on peut être victime de violences. N'importe quel milieu social peut être touché. Donc on essaye de l'écouter, cette femme, alors qu'elle a tué. Et voilà, il faut vraiment réfléchir à la façon dont on peut entendre sa parole. On fait le portrait d'une autre femme qui s'appelle Naïla et qui a été accusée de l'incendie de son hôtel meublé. Elle est pauvre, elle est étrangère et assez vite, elle est jugée comme telle. Elle a 2 enfants qui sont restés en Tunisie, elle est enceinte, elle a une petite fille, les pères sont différents, elle va être accusée d'avoir provoqué cet incendie alors qu'il n'y a pas de preuves contre elle. Et elle va partir en détention. Elle va accoucher en prison, elle sera séparée de ses enfants, qui vont être confiés à l'aide sociale à l'enfance, normale. Et puis, il y a un avocat qui va l'aider, qui va obtenir pour elle un non-lieu. Parce qu'elle est innocente, en fait. Elle est relâchée de prison. Et nous, quand on la rencontre, en fait, elle vient de retrouver ses enfants. Elle vient tout juste de retrouver ses enfants. Mais après 7 ans d'absence, en fait. Ils parlent français. Ils ont été élevés dans une famille franco-française auquel ils sont très attachés. Elle est de culture arabe. Ils ont du mal à se retrouver. C'est compliqué. C'est ces films-là, en fait, qui vont nous donner aussi envie de rentrer en détention. Et, ce qui amène à des hommes. Voilà, c'est ça. Ce qui amène à des hommes. À ton actif, t'as combien de réalisations de films? 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas fait énormément de films. Ça me prend du temps, en fait, à chaque fois. Ouais, après, l'idée, c'est pas d'avoir du jugement sur Ouais. en avoir, mais Ouais. c'est intéressant de voir. Pour revenir sur le premier film que tu as fait en Zambie, qui a été primé, est-ce que le fait d'avoir fait une première réalisation, qui plus est, a reçu un prix comme celui-ci, a pu t'aider d'une certaine façon à te faire un nom dans le milieu, qui a pu t'ouvrir ou pas des portes? De quelle façon ça a pu avoir un impact éventuellement? Le prix, je pense que ça a eu surtout un impact dans le milieu dans lequel je voulais filmer. Je pense que pour l'administration pénitentiaire, pour le ministère de la Justice, c'était une sorte de caution, en fait. Ça m'a servi surtout à ça, en fait. Je dirais pas que ça a transformé ma vie, quoi. Pour une fois, oui, mes parents comprenaient aussi un peu mieux ce que je faisais. Enfin, c'était intéressant aussi d'en revenir à mes premiers boulots, qui étaient vraiment très journalistiques. Et Albert Londres, ça récompense ça quand même, une investigation, un regard sur le monde, quelque chose qui vous révèle un truc. Et puis j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir utiliser la forme documentaire pour une enquête. L'enquête a sa place dans le documentaire peut servir des enquêtes complexes. C'est là justement qu'il faut insuffler du récit, des personnages, de l'émotion. Sinon, parler d'évasion fiscale, de mécanismes de domination économique, sans que ce soit incarné par des gens qui en vivent et qui en souffrent, ça perd un peu de son sens. En fait, je pense qu'il faut raconter des histoires aux gens. Il ne faut pas les ennuyer, mais il ne faut pas les prendre pour des imbéciles non plus. On n'est pas obligé de les tenir par la main comme des ânes. Le documentaire peut servir à donner des instruments pour penser le monde dans lequel on vit. C'est assez intéressant de pouvoir s'identifier
à des gens qui vivent dans un bidonville à la frontière du Congo, qui sont à Gaza, et se dire qu'on partage des soucis communs, en fait. Comment j'élève mes gosses, comment je leur paye l'école, comment je les protège. Je pense que c'est des questions qui sont assez universelles et pris dans la nasse des mécanismes de privatisation de pays qui sont pillés fiscalement, où il ne reste plus aucun service public. La question se pose avec d'autant plus d'acuité. Je pense qu'on peut vraiment se demander comment les gens vivent dans de telles contraintes économiques et quand l'État a complètement disparu, quoi. Si tu dois résumer un peu, quel type de film tu aimes faire? Comment tu pourrais le pitcher? Je suis assez intéressée par la façon dont la justice se conduit. Je suis assez intéressée par le mécanisme, en fait, de rendre justice. Je me dis que c'est quand même un socle démocratique qui est indispensable pour vivre dans notre monde. Et je crois que ces derniers temps, suivre des processus judiciaires m'intéresse. J'ai suivi un processus judiciaire et une histoire qui se passait entre Gaza et l'Europe. Ça s'appelait Made in France au service de la guerre. Un film qui nous raconte comment aujourd'hui un fabricant d'armes français est visé par une instruction en France au tribunal judiciaire de Paris pour complicité de crimes de guerre. C'est une entreprise française qui a vendu une pièce qui est du matériel de guerre, qui est indispensable au fonctionnement du missile, qui a tué les enfants en 2014. Les parents sont aujourd'hui partie civile, ils ont été entendus par le juge français cet été. C'est évidemment un processus judiciaire qui est diplomatiquement extrêmement difficile à poursuivre, mais 9 ans après les faits, en tout cas, ils ont été entendus. L'action est en cours. Et si la jurisprudence fait droit à cette plainte, ça change tout le prisme, en fait, des fabricants d'armes. Tout d'un coup, de pouvoir considérer qu'une arme, si elle est utilisée dans le cadre d'un crime de guerre, on peut en être aussi responsable. Je pense que ça repose toute la responsabilité, en fait, des fabricants d'armes. Donc ça, c'est le dernier film d'investigation que j'ai fait. Et puis, non, c'est plutôt sur le modèle de des hommes, en fait. Rester quelque part et puis filmer. Rester là. Est-ce qu'avec des thématiques qui sont aussi complexes et qui peuvent être un peu lourdes à porter, comment toi tu vis les choses? Est-ce que en fait c'est juste le genre de thématique qui te plaît à fond? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je crois que j'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche et d'aller voir, en fait. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'instants de solitude. Financièrement, c'est assez complexe. Là, en tout cas, ces sujets-là, ce sont des enquêtes aussi qui sont très longues, qui sont complexes à mener et où une partie seulement est prise en charge. Donc ça correspond quand même toujours à ça, quoi. À ouvrir une porte et découvrir un monde tapis derrière, quoi. Il suffit de l'ouvrir, il suffit de la pousser, alors c'est ça qui prend du temps. C'est ça qui prend du temps. Et l'attente, ça je trouve ça très dur. Attendre que les gens vous reçoivent, puis vous disent oui, puis vous disent non, et puis attendre, en fait. Et porter ça, seule, la plupart du temps, j'ai beaucoup de mal à supporter l'attente. Je suis assez impatiente et du coup, ces instants de vide me sont pénibles. La difficulté que je vois également, c'est qu'il y a une attente, il y a parfois aussi... tu commences à bosser sur des projets et en fait tu sais jamais jusqu'à la fin si ça va vraiment se concrétiser jusqu'au bout. Du coup tu as toujours une forme d'incertitude qui est pas toujours évidente à gérer. Et qu'en même temps, surtout quand tu débutes, d'avoir un seul film, si finalement il n'est pas produit ou si il se finit pas et qu'il tombe à l'eau finalement, t'as rien d'autre sous la main et qu'il faut bien bouffer. Ouais. Donc du coup, comment ça a pu débuter pour toi? Tu vois, au début, surtout quand tu veux être intermittente, il faut parfois jongler avec plusieurs projets. Quelle est
pour toi, le timing parfait pour faire des films, est-ce que tu te dis, pour survivre vraiment, si je fais que de la réalisation, il faudrait que j'en ai tant à l'année? C'est quoi ton process de travail, en fait? Mon process de travail, c'est d'avoir 507 heures par an, en fait. J'ai jamais perdu mon statut. Sans ça, c'est la panique. Mis au bout du compte, ce que tu gagnes en faisant un film documentaire, si tu ramènes ça, évidemment, à un salaire mensuel, pour toutes les années que ça te prend, c'est ridicule. Donc oui, il faudrait en faire certainement plusieurs en même temps, mais moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Enfin, si, quand même. J'ai quand même toujours un film que je commence pendant que j'en finis un autre, mais c'est pas si simple. Puis, d'avoir des idées, on n'en a pas tous les 4 matins non plus, en fait. Est-ce que justement tu as des stratégies pour te mettre bien, tu vois, parce que tous ces moments un peu compliqués, puis à côté de ça, notre métier il reste aussi très lié à notre vie perso. C'est un métier qui peut avoir beaucoup d'impact aussi sur le côté plus intime. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as mis en place en me disant, ok, en fait, il faut que je me préserve. Ouais. Et c'est quoi pour toi, enfin, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, en fait? En tout cas, ce qui fonctionne pour moi, c'est de quand même travailler un maximum là où je vis. Et faire mes montages à Marseille. Ça, plus jamais je ferai des montages ailleurs que dans ma ville, en fait. Partir en tournage, c'est tout à fait normal. Mais ensuite, rester trop longtemps en montage, trop loin des gamins, moi, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Des stratégies, je crois que je vais me baigner le matin, en fait. C'est ça qui me fait du bien. Puis essayer de pas trop réfléchir, en fait. Je dis ça, mais c'est pas toujours très simple. La réalisation de films, est-ce que c'est ta seule source de revenus ou tu as d'autres choses à côté pour survivre? Non, j'ai pas d'autre chose à côté. Et comment tu vis les choses? Est-ce que ça a pu être une angoisse financièrement ou comment? Non, jamais. Non, oui, bien sûr. Oui, c'est angoissant de pas savoir combien on va gagner le mois prochain, ce film, est-ce que ça va marcher. Les temps de décision sont tellement longs. Mais heureusement, il y a des aides à l'écriture, des bourses, et je crois qu'il faut vraiment en user, en fait. Parce que ça nous aide déjà à poser un film. Cette étape d'écriture, elle est indispensable. En écrivant des bons dossiers, en dehors de trouver une production, en fait, on peut aussi trouver des financements avant d'avoir une prod. Et puis bien la choisir, c'est important aussi, la production. Ouais, moi j'avais une question là-dessus justement. Comment tu choisis tes producteurs? Parce que tu les connais peut-être pas tous forcément, mais est-ce qu'il y a un peu des petites règles que tu te mets à toi-même? Genre, ok, je veux pas bosser avec ce type de personne parce que blablabla. Je regarde surtout les films qu'ils ont produits, en fait. Et puis je vois assez vite la façon dont ils lisent mon projet, en fait. Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Est-ce qu'ils ont une stratégie aussi derrière? Je crois que c'est aussi simple que ça, en fait. Puis à ce moment-là, on fait affaire ensemble. Mais effectivement, c'est souvent des gens dont on m'a parlé. Mais c'est surtout des films que j'ai vus, que j'ai aimés et qui me font aller vers eux parce que je sais que c'est des gens qui vont faire grandir des films. Ça reste un monde assez masculin quand même. Et que l'âge faisant, en fait, je crois qu'on sait de mieux en mieux avec qui on a envie d'être, à qui on a envie de raconter nos histoires. Et surtout, si ça va être quelqu'un qui va comprendre la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vos personnages, en fait. Moi, c'est eux qui m'importent le plus, en fait. Et je veux être produite par des gens qui les respectent, qui les comprennent. Et qui comprennent aussi que moi, je suis en premier attentive à ça, en fait. Et que je suis avant tout dans une interaction avec eux et qu'il faut prendre soin de ça, en fait. De la façon dont ils ont consenti, de la façon dont on les a filmés. Et ça fait partie du film, le choix du producteur en ça. Est-ce qu'il va nous accompagner dans cette relation qu'on va avoir au personnage qu'on filme? Voilà, j'ai pas besoin qu'il me tienne la main tout le temps, j'ai pas besoin de lui parler toutes les semaines. J'ai besoin qu'on se pose de temps en temps des questions essentielles. J'ai pas besoin d'une maman, quoi. Ou d'un papa, surtout.
Concernant tes personnages, comment tu établis un lien de confiance? Est-ce que tu as une éthique, une façon de faire que tu aimes mettre en place? Parce que j'imagine que c'est pas toujours évident selon les sujets que tu vas traiter. Les gens doivent un peu apprendre à te connaître. Comment t'établis tout ça? J'essaye d'abord d'évaluer la capacité de l'autre à comprendre les conséquences d'un film, d'un tournage, et lui, comment ça va l'impliquer. C'est un engagement aussi. Et puis ensuite, c'est comme dans tout, en fait, c'est une relation. Est-ce qu'on se plaît ou pas? Est-ce qu'on a envie de faire affaire ensemble? Enfin là, c'est pas faire affaire, mais c'est entrer en relation. Est-ce qu'il est vraiment d'accord? Est-ce qu'il a bien compris qui je suis? Et je pense que l'essentiel, c'est ça, c'est de bien faire comprendre qui on est et ce qu'on va faire. Avec son image, avec sa voix, avec son intelligence, avec sa détresse, parfois avec son boulot. Est-ce que tu as l'impression de repartir à zéro à chaque projet que tu veux engager? Non, mais par contre, j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'imaginer un film, d'avoir des images qui me viennent en tête et de complètement les déconstruire au moment où je veux observer. J'entre toujours quelque part avec des idées comme tout le monde, préconçues, des préjugés aussi, des jugements. Et en fait, c'est l'observation qui va me permettre de me décentrer et de comprendre. Et c'est seulement après que je pourrai écrire. Je crois que je préfère la période d'observation, en fait. Parce que là, tout est possible. Et toutes les discussions sont ouvertes. Il n'y a plus de jugement, il y a toute mon ignorance qui est là. Et puis, les autres en face de moi, que j'ai envie d'écouter, d'entendre, et de regarder agir. Et là, je suis tout le temps surpris. Et à quel point ça peut être différent de ce que j'avais imaginé. C'est pour ça aussi que j'ai voulu quitter le journalisme et la fabrique de l'info en continu. C'est que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps pour déconstruire mes idées reçues. Et en même temps, c'est une matière hyper intéressante. Le fait de s'apercevoir qu'on a des préjugés. Ouais. Plus tu te renseignes sur un sujet, plus tu te rends compte qu'effectivement, tu as une méconnaissance de cet univers-là. Malgré tout, ça va être un film qui va être présenté à des gens qui eux-mêmes n'ont pas cette connaissance et qui peuvent partager ton préjugé. Ouais. Et du coup, de garder un peu les gens ont peut-être le même préjugé que j'avais, ça peut être peut-être intéressant d'un point de vue narratif pour amener le spectateur quelque part. Oui, et puis, une fois de plus, le cinéma, il permet de les déconstruire, ces préjugés. Parce qu'il y a toujours un risque, en fait, à filmer une population jeune, souvent d'origine immigrée, qui a un faible niveau scolaire, là où on attend qu'il soit, en fait. Soit derrière les barreaux, en prison, soit face à un juge. Mais c'est justement là que le cinéma est là. C'est que si on filme une relation égalitaire, qu'on veut y mettre de l'égalité, et qu'on filme sans surplomb, c'est là que ça va être possible, en fait, de déjouer les stéréotypes sociaux. La télé ne le permet pas toujours forcément, peut-être par manque de temps. En tout cas, elle en a peur. Ça lui fait peur. Il y a plein de docs télé que j'aime et j'adore travailler pour la télévision et c'est un instrument démocratique hyper important. Mais dans des situations aussi risquées que celles des hommes, où là, ce qu'on est en train de faire avec Jean-Robert, où c'est majoritairement des pauvres qui sont en prison ou face au juge, j'avoue que je suis contente de pouvoir le faire sans explication, sans voix off et sans démonstration, en fait, de quitter le sujet. C'est des films politiques, c'est des films qui nous font réfléchir à la société dans laquelle on vit. Et on ne va pas juger les gens une seconde fois, en fait. Au contraire. D'où l'importance de bien les filmer. Pour toi, c'est quoi un film réussi? Quand je parle de tes films à toi, tu vois, comment tu considères que le tien, il est prêt à être dit, même si je suppose qu'il y a plein de... Genre, il n'y a plus assez de temps, il n'y a plus assez de thunes, il n'y a plus... Mais qu'est-ce que tu considères, toi, comme quelque chose qui doit être réussi? Quand on a ressenti quelque chose avec l'autre. Quand on a ressenti sa peur, quand on a ressenti sa solitude, quand on a ressenti sa colère ou un désir... Quand on a ressenti ce qu'il ressent, en fait, quand on a partagé la sphère émotionnelle de quelqu'un, et quand tout ça semble assez réaliste, et puis quand il y a des instants, c'est court, c'est rare, mais où ça ressemble un peu à de la fiction, en fait. Quand on est tellement au centre d'une expérience, et qu'en fait,
La caméra, c'est pas du tout qu'elle disparaît, elle est très présente, mais en tout cas, elle compte moins que ce qui est vécu là, en fait. Et quand on commence à vivre une expérience émotionnelle avec un personnage et qu'on peut le transmettre au spectateur, c'est là que je pense qu'un film est réussi. Dernière question, c'est est-ce que tu aurais des noms de documentaristes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Ouais, alors moi c'est Minervini, The Other Side ou What You Gonna Do When the World Is on Fire. Ça me hante, ça me hante. Sa façon de raconter des corps, les vies, c'est très beau. C'était un photographe de guerre qui s'est mis à être documentariste. Voilà, il m'impressionne beaucoup. Moi, je fais une métaphore sur le bateau. Faire un film, pour moi, c'est comme apprendre à naviguer au début. Tu sais pas trop où tu vas. Bref. Si tu dois te représenter comme un bateau, tu choisirais quel type de bateau ou d'embarcation? Un petit optimiste, quand même assez plat, mais bien calé sur la mer, quoi. Et qu'on remarque pas trop, finalement. Voilà, qui éveille pas plus l'attention que ça. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Audio pour cette rencontre. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique portrait sur le parcours professionnel de Jean-Robert Vialet, le co-réalisateur du documentaire Des Hommes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. C'est un podcast qui est réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnan, avec Vera et Léon au violoncelle, et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!